Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Vous qui avez l'habitude d'écouter mes épisodes de Marqueur, vous savez que mes invités sont tous inspirants et passionnés par leur sujet, tout comme moi je le suis sur le marketing durable. Lors d'une rencontre organisée brillamment par Alban Rouvière de Trust Team Finance en février 2024, nous avons découvert le sujet de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, avec deux intervenantes, et je souhaitais creuser le sujet avec l'une d'elles. Nous avions écouté Camille Dorival, directrice de la rédaction de Care News, le média des acteurs de l'engagement, et Laurence Champier, directrice fédérale des banques alimentaires. Étant curieuse de nature, une des qualités primordiales quand on fait du marketing, je ne connaissais pas bien le sujet des aides alimentaires et je voulais savoir comment les entreprises du secteur s'emparent de ces préoccupations et est-ce que toute entreprise, finalement, tout secteur confondu, peut avoir un rôle à jouer dans la lutte contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire. Alors, bonjour Laurence. Bonjour Diane. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui, ravie, avec ce petit café qui nous attend, un rayon de ciel bleu sur l'angle de la fenêtre, donc c'est parfait. Est-ce que, avant toute chose, tu pourrais te présenter ton parcours, qui tu es, pourquoi tu es arrivée à ce poste-là chez Banque Alimentaire ? Alors, je crois que déjà le point commun de toute ma carrière professionnelle, c'est l'alimentation. Et le lien social que crée l'alimentation, le repas, la convivialité. J'ai commencé dans la communication tout de suite après mes études d'histoire de l'art. Et puis, en fait, rapidement, je suis devenue attachée de presse dans des agences et curieusement, assez vite sur les sujets de l'alimentation, de marque alimentaire. J'ai changé d'agence plusieurs fois jusqu'à la dernière qui était dans un grand groupe américain. Et là, j'ai eu la chance de m'occuper de grandes marques nationales agroalimentaires ou de grandes consos et qui m'ont déjà sensibilisé à la notion du gaspillage alimentaire et du gaspillage en général. Je voyais bien qu'il y avait des choses à faire. Et puis, c'est resté dans un coin de ma tête. Je suis partie en Polynésie pendant 2 ans. J'ai suivi mon mari qui était médecin militaire. Donc on est parti vivre cette aventure en famille et à mon retour j'avais pas très envie de retourner en agence en fait, simplement parce que je pense que j'étais passée à une autre étape de ma vie, que ma petite parenthèse polynésienne était un peu dure à digérer aussi, voilà, même si je suis une Parisienne vraiment pure souche et de cœur, la Polynésie me manquait, j'avais pas envie de me retrouver dans un bureau, donc je me suis dit écoute, pendant 1 an donne-toi la chance de pouvoir faire ce que tu as envie de faire et donc de faire du bénévolat. Alors c'est pas donné à tout le monde, j'avais aussi la chance de pouvoir le faire financièrement et j'ai un peu creusé et très rapidement je me suis dit mais en fait j'ai envie d'aller dans une association qui justement utilise l'alimentation pour créer du lien social, pour accompagner les personnes en situation de précarité. Et complètement par hasard, je suis tombée sur une émission, comme quoi dans la vie, et quand on est communicante, ça, je pense que ça touche aussi de Jean-Luc Delarue sur la précarité, et il parlait des banques alimentaires. Et donc, comme je suis curieuse de nature, tu le disais dans la com, ouais. Ça fait partie des choses. J'ai cherché et très rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait un réseau en France de banques alimentaires et qu'ils cherchaient une chargée de communication bénévole. Voilà. Donc, quel alignement de vie. Quel alignement, exactement. Et donc, j'ai rencontré Alain Sauger, qui était le président de l'association à l'époque, et qui m'a dit, Laurence, venez, évidemment, je vous accueille, il y a tout à faire. Il n'y a pas de charte graphique.
Il y avait très peu d'outils de communication. Le réseau n'était pas connu du tout du grand public. Ça a un peu changé aujourd'hui. Et puis, surtout, il me dit, mais là, vous restez... ok, vous me dites 1 an, mais non, mais vous restez toute la durée de mon mandat. Et à l'époque, j'avais dit, président, vous savez, il y a un moment donné, il faut que je travaille. Il faut que je gagne ma vie. Et 15 ans après, j'y suis toujours. Donc voilà. Donc je pense que j'ai mis vraiment le doigt dans le petit pot de confiture de l'engagement et ça m'a plu. Et puis au bout de 7 ans où j'avais développé la communication, le marketing, les partenariats, on m'a proposé de reprendre la direction générale. Et donc le 1er juillet prochain, ça fera 8 ans que je dirige cette belle maison. Eh bien, bravo, félicitations pour cette belle histoire. Comme quoi, il y a aussi, quand on fait les choses avec le cœur, des fois ça nous suit, ça nous porte. Et là, je pense que tu me portes et tu parles magnifiquement bien de banque alimentaire. Alors, j'ai entendu déjà ton discours, mais là, il va falloir le partager aux auditeurs. Du coup, raconte-nous un peu quel est le rôle, quel est le but de banque alimentaire. Alors, les banques alimentaires, c'est, si je veux schématiser, c'est une grande plateforme logistique alimentaire qui est partout présent en France métropolitaine. On a aussi des banques alimentaires aux Antilles, à La Réunion, et puis et je pense à eux aujourd'hui, une banque alimentaire AMI en Nouvelle-Calédonie. Ces banques alimentaires, elles ont un rôle très simple. Elles vont collecter tous les jours ce qui est retiré des supermarchés, ce qu'un industriel va produire en plus, ce qu'un agriculteur va avoir soit en plus, soit ce qu'on appelle les produits mal calibrés. Vous savez, ces produits, on veut tous des pommes bien rondes, des tomates qui ont des jolies formes. Et donc, parfois, la grande distribution leur refuse leurs produits. Et donc, toute cette chaîne de solidarité en amont, ces producteurs, ces agriculteurs, la grande distribution, donne aux banques alimentaires. Et nous, tout ça animé par 7000 bénévoles, on trie, on stocke et on redistribue à des associations. Et ça, c'est la grande force du réseau des banques alimentaires, c'est qu'on s'appuie sur le réseau associatif local dans chaque département. Et donc, on leur fournit l'aide alimentaire dont vont avoir besoin les associations elles-mêmes qui accueillent des bénéficiaires à l'aide alimentaire. Et aujourd'hui, on accueille au travers de nos 6000 associations partenaires, alors il y a des épiceries sociales, il y a de la maraude, il y a des chantiers d'insertion, il y a des centres d'hébergement, à peu près 2,4 millions de personnes qui bénéficient donc de l'aide alimentaire au travers des banques alimentaires. Et 6000 partenaires. Et je le disais tout à l'heure, on a 7000 bénévoles qui, tous les jours, viennent, se lèvent très tôt le matin, prennent les camions, vont chercher les denrées alimentaires, les trient, les stockent, les redistribuent. Et c'est l'équivalent. Aujourd'hui, on a 40 ans cette année. Je pense qu'on a dû distribuer l'équivalent de 6 milliards de repas depuis la création des banques alimentaires en 84. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, c'est énorme. C'est énorme et en même temps, on n'a pas envie d'avoir une croissance exponentielle sur ce sujet-là, parce que si croissance il y a, sous-entendu, un besoin énorme des populations en difficulté. C'est quoi les chiffres clés en France Alors, aujourd'hui ? les chiffres clés, aujourd'hui, on évalue... alors, il y a la guerre des chiffres. Hein. Moi, je suis pas statisticienne, mais on évalue à peu près à 10% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc entre 7 et 8 millions de personnes en France. Et les réseaux d'aide alimentaire accompagnent, donc il y a les banques alimentaires, on est les premiers réseaux d'aide alimentaire, il y a les Restos du Cœur qui sont également très connus dans le champ de l'aide alimentaire, la Croix-Rouge et le Secours Populaire, vraiment des 4 grandes associations qui œuvront sur le champ de l'aide alimentaire. On accompagne environ 5,5 millions de personnes. Et c'est vrai que ça augmente. Ça, il faut pas... voilà, sans être pessimiste, il faut être réaliste. Depuis la crise du Covid, on a vu une augmentation extrêmement significative. C'est plus 35% de personnes depuis 2020 qui ont recours à l'aide alimentaire. Un peu de positif quand même, c'est qu'en 2023, là, on est en train de consolider les chiffres. Je dirais que le chiffre se stabilise. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui sont à l'aide alimentaire aujourd'hui ont un besoin qui est plus prégnant et qui dure plus longtemps. C'est-à-dire qu'on voit ce que nous, on appelle dans notre jargon le nombre de passages. Donc, les personnes ont besoin de nous plus souvent et viennent plus souvent dans les associations.
Voilà, donc une petite stabilisation du nombre de personnes, mais par contre, pour celles qui sont inscrites, un recours à l'aide alimentaire qui s'est accru. Et ça, on l'explique, il y a évidemment la crise sanitaire, la crise économique, la crise sur les prix, avec l'inflation sur les prix alimentaires et de l'énergie, et puis toutes les, je dirais, tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements géopolitiques ou climatiques qui nous paraissent parfois très loin de chez nous et qui pour autant ont une incidence sur à la fois le prix des produits, les courants migratoires. On l'a vu pendant le conflit de l'Ukraine, on a accueilli beaucoup d'Ukrainiens qui étaient obligés de quitter leur pays. Et là, on a évalué à peu près à 150 000 personnes qui ont été aidées. Donc voilà, il faut qu'on réponde à tous ces enjeux de société avec l'idée effectivement qu'on n'a pas envie que ça augmente. Mais voilà, il faut faire face à la réalité et aux enjeux, et puis de s'adapter à la situation. Et là, aujourd'hui, toute cette population qui est en attente savent où s'orienter, vers quelle association aller en fonction de là où ils sont présents en France ou dans les DROM-TOM. C'est suffisamment clair et guidant pour eux. Est-ce qu'ils vont oser? Il y a aussi le côté famille. Est-ce que c'est plutôt les mamans qui viennent quand il y a des familles qui osent, qui n'osent pas? Alors, il y a plein de sujets dans tes questions, mais déjà, la première chose, c'est on a quand même effectivement un système en France social qui fait que quasiment dans chaque ville, il y a un centre communal d'action sociale ou des centres intercommunaux avec des assistantes sociales. Donc, je dirais 90% des personnes aujourd'hui qui viennent à l'aide alimentaire dans une structure partenaire du réseau des banques alimentaires est envoyée par un travailleur social, donc a été identifié ou s'est identifié. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, et on l'a bien vu avec les étudiants pendant le Covid, toquer à la porte d'une asso et venir demander de l'aide, c'est pas facile. Ça, et je pense que un des grands enjeux qui nous attend, c'est le recours au droit. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont droit à l'aide alimentaire. Et d'ailleurs, si on voit ce chiffre, je vous parlais de 35% tout à l'heure, qui a augmenté pendant le Covid, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'aide alimentaire. Et que je pense qu'il y a des personnes certainement qui se disaient pas avant, j'y ai droit, peut-être que je pourrais aller demander de l'aide. Et qui, avec la médiatisation de ce sujet, se sont dit, voilà, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'ose le faire. Ça, c'est vraiment ce recours au droit sur lequel il faut qu'on travaille tous pour accueillir le plus de personnes possible et dans les meilleures conditions. Et puis effectivement, on sait que c'est les mamans et nous, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, les banques alimentaires accompagnent 30% de familles monoparentales. Et quand on creuse un peu plus, 70% de ces familles monoparentales ont un enfant de 0 à 3 ans. Donc on a aussi une précarité infantile aujourd'hui dans notre pays qui ne fait qu'augmenter. C'est 135 000 bébés l'année dernière qui ont eu besoin, au travers de leur maman, de produits, que ce soit des produits alimentaires, mais des produits d'hygiène. C'est ça, il n'y a pas que l'alimentaire. Il n'y a pas que l'alimentaire. Quand tu parles de bébé, on imagine tout ce qui est à côté, qui est indispensable. Exactement, et puis c'est aussi d'accompagner ces mamans au travers d'actions d'accompagnement. Ça va être des ateliers sur l'estime de soi. Je suis parent précaire, mais comment je peux prendre soin de mes enfants? Est-ce que je peux demander de l'aide? Enfin, il y a aussi tout ce sujet autour de l'aide alimentaire que moi je trouve passionnant. C'est que finalement ça devient un prétexte. Et qu'en poussant à la porte d'une association, en recevant un colis, eh bien, il y a bien plein d'autres sujets qui peuvent être abordés. Le sujet de la parentalité pour les parents, mais ça va être des sujets de prévention santé pour des personnes qui ont des soucis de santé. Un petit chiffre, 16% des personnes qui viennent à l'aide alimentaire aujourd'hui sont diabétiques, c'est 6% dans la population générale. Donc il y a des enjeux de santé publique aussi qui peuvent être décelés et qui peuvent être appuyés. En tout cas les politiques publiques qui peuvent être appuyées par les associations. Et là aussi, je pense que c'est un des enjeux auxquels il va falloir qu'on fasse face dans les années à venir, d'avoir une meilleure coopération, coordination et de s'appuyer sur nous, sur des sujets comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou l'obésité.
Oui, et ça, c'est sûr que quand on veut prendre soin de son corps, il faut faire attention à son alimentation. Mais quand on n'a pas les moyens, il y a des fois, il y a des choix à faire. Ouais, les moyens ou les moyens financiers, mais les moyens aussi d'outils pour cuisiner. Je veux dire, nous, on est dans une vie confortable, on a tous une plaque électrique, un congélateur, un micro-ondes et un lave-vaisselle. Là, on vient de faire une étude, on s'est rendu compte que 8% des personnes qui venaient dans nos ateliers d'accompagnement n'avaient pas de plaque électrique. Ce qui est un peu gênant Ce qui est un peu gênant pour cuisiner. Quand tu n'as qu'un micro-ondes ou une bouilloire, bah, ça réduit ton champ quand même de capacité à pouvoir cuisiner et donc aussi profiter, entre guillemets, des produits qui sont donnés à l'aide alimentaire. Nous, on se fait vraiment, on a un objectif de distribuer des produits frais qui sont les plus proches possibles des recommandations nutritionnelles qui sont données par le programme national nutrition santé. Et idéalement, il faudrait que toi et moi, on mange 33% de fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, les banques alimentaires, on distribue à peu près 26%. Ok, on distribue des fruits et des légumes à des personnes qui n'ont pas la capacité de les faire cuire. On va manger du brocoli cru ou les pommes de terre crues. Et voilà, toxique, des pommes de terre, donc ça se mange pas. Donc il y a aussi tout cet accompagnement qu'il faut qu'on arrive à mener et encore une fois qui dépasse. Et moi, c'est vraiment ce qui me passionne. Je dirais la distribution en elle-même de produits qui sont de première nécessité, qui sont des produits alimentaires, mais tout ce qu'il y a autour est tellement passionnant et il y a des champs à ouvrir. Voilà, et puis on voit que chacun, quelle que soit en fait sa situation sociale, qu'on soit en situation de précarité, qu'on ait plus de chance, l'alimentation c'est un lien social extraordinaire. Chacun a une recette préférée ou un petit truc qui est donné par sa grand-mère. Voilà, j'ai assisté à des ateliers cuisine, à des ateliers Bon Geste et Bonne Assiette avec des personnes qui venaient d'autres pays, avec d'autres cultures et qui disaient « Ah non, mais moi... Voilà, ma grand-mère, elle utilisait le za'atar dans les recettes. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Et le za'atar, c'est une épice qu'on utilise beaucoup au Moyen-Orient, au Liban, que moi je connaissais pas du tout. Voilà, ou alors moi, non, en fait, le riz que tu manges toi, c'est pas du tout le riz que je mange chez moi, c'est plutôt le riz du riz rond. Enfin, il y a vraiment des échanges et qui permettent aussi, je pense, à chacun de se valoriser. Voilà, c'est des petits pas, mais autour d'un lien qu'est l'alimentation et qui en fait favorise plein de choses. Alors, tu as parlé de plein de chiffres. Quand on parle d'un budget moyen de français, on se dit avec tout l'ère du digital qui est arrivé, avec des appareils comme un smartphone qui est de plus en plus cher. C'est hallucinant quand tu vas dans des boutiques et tu vois sur un neuf. D'ailleurs, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a réellement besoin de racheter un smartphone neuf dans mon esprit numérique responsable. Mais au final, est-ce que tous ces à côté qui permettent d'être dans la normalité de jeunes, d'enfants, autres, est-ce que c'est pas au détriment de cette proportion de l'alimentation ? Aujourd'hui, le budget alimentation, c'est le premier poste de dépense des ménages. Donc ça, c'est la variable d'ajustement. Et c'est bien le problème. Justement, c'est ça. C'est bien le problème, mais parce que je pense que ce qui était une dépense un peu, allez, on va dire de fantaisie avant d'avoir un smartphone ou un ordinateur, aujourd'hui, c'est une obligation. Tu peux plus faire de démarches administratives sans avoir un smartphone ou un ordinateur. Tu peux pas chercher du boulot si tu n'as pas un smartphone ou un ordinateur. Et donc, ces dépenses qui n'existaient pas il y a 10 ans ou 15 ans sont aujourd'hui des dépenses qui sont obligatoires. Et c'est bien la problématique. Nous, les personnes qui viennent à l'aide alimentaire, elles ont, pour celles qui, je l'ai pas dit, mais dans les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, 60% des personnes qui travaillent ont un CDI. Et donc, voilà, alors c'est parfois un CDI, le plus souvent à temps partiel, mais c'est quand même un contrat à durée indéterminée. Et les revenus de ces personnes, comme ce sont des temps partiels, c'est 870 € par mois. Donc tu enlèves le logement, tu enlèves effectivement ces dépenses contraintes d'énergie, de téléphonie, qui pour moi, encore une fois, sont pas des dépenses de plaisir, mais des dépenses
obligatoire, il ne te reste pas grand-chose pour manger. Et donc, ça, c'est une problématique qui est très complexe parce que c'est vrai que souvent, on a des idées reçues. On dit, oui, alors les gens s'achètent, pour ils s'achètent un écran plat, le dernier smartphone à la mode, parce que ça reste aussi des consommateurs comme les autres. Et que c'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on n'a pas envie aussi de faire plaisir à ses enfants. Moi, j'entends aussi parfois vous donner des bonbons, du chocolat. Enfin, je veux dire, c'est pas essentiel. C'est pas essentiel, mais quand on est enfant ou quand on est parent, on a envie de faire plaisir à ses enfants et de pouvoir leur donner parfois des œufs chocolatés ou des bonbons pleins de sucre. Ça fait aussi partie du plaisir. Et c'est toute la difficulté, en fait, aujourd'hui, d'être dans une société d'hyper-consommation où tu es sollicité à longueur de temps, de campagnes de pub, ou trop sollicité, ça c'est sûr. Et en même temps, de déjà subir la précarité, d'être dans une situation où tu dois compter le moindre euro, et finalement d'avoir une double peine, d'être un peu scruté dans les dépenses que tu vas faire, parce que tu les mérites pas finalement. Parce qu'on peut se poser la question, en tout cas il y a peut-être des gens qui se la posent, et en même temps de subir le fait que tu n'aies pas d'autre choix que quand même d'aller demander de l'aide. Donc voilà, je pense que on doit donner déjà nous l'exemple, on a la chance de pouvoir avoir le choix. Donc effectivement de se demander avant d'acheter un smartphone neuf ou autre chose, si on en a vraiment besoin et si on ne doit pas faire d'autres choix de consommation. Et puis après, voilà, laisser ce petit espace de liberté quand même aux gens qui ont moins de chance que nous. C'est clair. Oui, bien sûr, l'hyperconsommation, c'est le petit acronyme du bisou à chaque achat à faire. Est-ce qu'on en a réellement besoin ? Est-ce que c'est un achat immédiat qui doit être fait ? Est-ce qu'on n'a pas déjà quelque chose de semblable ? Est-ce que d'où vient l'origine de ce produit-là ? Est-ce qu'il a été fabriqué à l'autre bout de la planète ? Et le dernier, est-ce que c'est réellement utile dans son environnement global ? Donc oui, il y a toujours ces questions-là, effectivement. Maintenant, la partie d'alimentation, c'est fondamental parce qu'on ne se nourrit pas, on dépérit, on n'est pas en bonne santé, que ce soit pour nous, pour nos enfants. Donc c'est un axe important. Merci du coup pour toutes ces précisions du volet, un peu quel est le rôle et l'impact. Et l'impact est fort là pour le coup parce que c'est l'élément basique, l'alimentation. On peut se passer d'autres choses. De manger, pas forcément. On peut pas se passer de manger et puis on a un vrai impact écologique aussi. On n'en parle pas assez, mais les banques alimentaires, en récupérant des produits qui ont déjà été fabriqués, qui ont déjà été produits, qui ont déjà été cultivés, c'est 300 000 tonnes de CO2 chaque année qui sont évitées. Donc énorme. voilà, donc c'est énorme. Et un monde sans banque alimentaire, il faudrait reproduire, recultiver, tout refabriquer ce qui, tous ces produits. est gâché ou jeté ou qui en fait, oui, souvent, c'est des produits qui sont alors avec des dates de consommation valables. Évidemment, on n'a pas le droit de distribuer, et c'est bien normal, des produits à date dépassée. Mais surtout, une marque qui va faire un essai de recette et elle va pas être assez salée ou pas assez sucrée ou le packaging, il y a une erreur d'impression. Tous ces produits-là, ils partaient à la benne avant. Voilà, c'était et donc depuis 2016, avec la loi Garot, eh bien, il y a une obligation de le donner à des associations. Donc ça, c'est toutes les entreprises qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire, forcément connaissent cette loi-là et maintenant mettent en place ces démarches. Est-ce qu'il faut forcément attendre ce côté réglementaire et loi pour avoir finalement des gestes logiques et sensés ? Enfin, tu vois, de dire je jette, mais en fait, non, il y en a qui en ont besoin, et il y en a qui en ont besoin à côté, pas à l'autre bout de la planète, c'est à côté de chez nous, dans notre ville, etc. Alors, je pense que la loi, elle favorise quand même, en tout cas, une prise de conscience. Maintenant, ça existe depuis très longtemps, puisque nous, on a donc 40 ans cette année. Et depuis la création de notre réseau, on récupère des denrées alimentaires auprès de l'industrie, auprès de la grande distribution, auprès des producteurs. Donc, il y a déjà cette démarche de solidarité qui existait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs, par exemple la restauration collective, qui n'était pas du tout intégrée, c'était presque, je dirais, il y avait la philosophie, mais c'était compliqué aussi, parce que il faut donner des produits qui soient sains, en respectant la chaîne du froid, etc. Donc, parfois, on se dit aussi, ça paraît simple,
de données. Mais en fait, non, c'est assez complexe. Et donc, il faut, je pense que l'arsenal législatif, il est là aussi pour justement encadrer, expliciter, et puis après, peut-être que les chefs d'entreprise se disent ah bah ouais, bah moi aussi je peux donner. Moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir des appels d'un producteur vraiment local et qui dit ah bah oui, là je fais des essais de recettes sur des pâtes. Mais je sais pas que je peux vous donner. Bah, je dis pas si, il y a une banque alimentaire qui est à 3 km de chez vous. Donc appelez-la et elle prendra vos produits. C'est vrai que parfois c'est difficile quand tu as un producteur, je vais prendre un producteur de farine qui fabrique de la farine en sachet de 10 kilos. C'est plus compliqué pour nous parce qu'après on le redonne à des associations. Donc il y a des petits freins aussi parfois aux dons qu'on n'imagine pas, et qui sont purement logistiques, et qui voilà. Et donc on va travailler par exemple avec ces producteurs de farine pour qu'ils refassent de l'ensachage et qu'on ait des petits paquets de 500 grammes. C'est plus facile pour nous. Ah bah oui, ça c'est sûr. Chez toi, le paquet de 10 kilos, il Voilà. va durer un peu longtemps. Exactement. Et en plus, qu'il y a de la place pour mettre 10 kilos de farine chez soi. C'est ça. Donc voilà. C'est plus compliqué. Si jamais tu avais une baguette magique sur l'aspect réglementaire, est-ce qu'il y aurait une action, une loi que tu aimerais faire passer pour faire avancer tout le sujet du gaspillage alimentaire? Alors, j'en aurais 2. Chouette. Donc, si j'avais une baguette magique, ça serait, je pense, effectivement, de simplifier le don et de le rendre pour une association extrêmement simple pour recevoir, mais extrêmement simple aussi pour rendre compte. Aujourd'hui, une association d'aide alimentaire, elle est vraiment contrainte par des lois, par des règles, qui fait qu'on nous complique la vie. Donc cette première baguette magique, j'aimerais bien qu'elle serve à, en fait, voilà, qu'on ait un coup de fil, qu'on dise oui, que les denrées alimentaires arrivent et que on n'ait pas des tonnes de contrôle derrière pour savoir comment a été distribué le produit, où est allé le produit, enfin voilà, que ça soit plus simple. Et la deuxième chose pour lutter, alors pas tellement contre le gaspillage, parce que je pense qu'aujourd'hui la loi Garot vraiment a sensibilisé les personnes, mais c'est plus sur l'incitation sur le don volontaire dont je t'avais parlé. C'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui puissent, dans le cadre de leur production, et que ça soit là aussi peut-être soutenu, parce qu'on est un pays quand même assez généreux, on a une fiscalité qui incite aux dons en France également, qu'on puisse avoir des entreprises, il y en a déjà, il y a Vivesia par exemple, avec la farine Francine qui a mis en place une campagne de dons volontaires, on a Nestlé qui nous a rejoint l'année dernière aussi. On va y revenir. Et que voilà, qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui se disent mais je dois intégrer dans ma politique RSE le don. Et le don en nature, et que justement la loi puisse peut-être encore plus valoriser ce don en nature qu'elle ne le fait aujourd'hui. On a besoin de bénévoles, mais on a besoin de produits, et si on n'a pas de produits, on n'a rien à distribuer. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir favoriser ce don en nature. Et puis peut-être un troisième petit coup de baguette magique aussi, c'est que la loi favorise et valorise l'engagement des salariés. Moi, j'ai plein de copains autour de moi qui ont envie de s'engager, mais c'est pas forcément facile de dire à son N+1. Alors là, je voudrais passer au 4/5e, et le 5e jour, je voudrais m'engager dans une asso. C'est un peu tabou parce que j'entends parfois ah ouais, mais quand tu fais du bénévolat, c'est vraiment du travail. Venez passer une journée dans une banque alimentaire, vous verrez que du bénévolat, c'est un vrai engagement et qu'on a besoin de compétences. Et ça, le mécénat de compétences, y a pas beaucoup d'entreprises qui le connaissent, c'est pas tellement valorisé, il y a encore des freins fiscaux. Donc voilà, un troisième coup de baguette magique, ça serait sur l'engagement. Il y a une loi là qui vient de passer pour le don de congé et de RTT, c'est super, mais voilà, peut-être le rendre obligatoire aussi, ou je sais pas. Alors, parle-nous un peu plus de cette loi. Là, alors, elle est pas. J'ai vu qu'elle loi était parue. Je suis pas sûre que les décrets d'application soient déjà. Donc 16 avril 2024. 2024. C'est tout récent. C'est quelque chose pour lequel les banques alimentaires militent entre guillemets depuis longtemps. C'est qu'effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut faire ses dons de RTT ou de congé à un de ses collègues quand il a malheureusement une situation familiale compliquée ou pour s'occuper d'un de ses enfants malades ou conjoints.
eh bien, ça a été élargi au monde associatif. Et donc ça, c'est chouette parce que ça veut dire que effectivement, quand on a un solde de congé, on peut, si l'entreprise s'est engagée dans cette démarche, faire don et transformer ces jours de congé en dons monétaires qui vont être donnés à des associations. Alors, je pense que l'entreprise va devoir choisir, référencer les assos, mais en tant que salarié, c'est très concret. Je vais pouvoir donner 1 jour, 2 jours, 3 jours de congé ou de RTT que mon entreprise va transformer en dons monétaires et va être donné à une asso. Et comme on a besoin aussi d'argent pour fonctionner, c'est une manière peut-être aussi pour les salariés aujourd'hui de s'engager sans que ça soit très coûteux en temps, mais finalement très concret quand même. Je donne une journée de congé ou je donne une RTT. Alors c'est pas de montant concret, c'est pas moi qui vais aller porter des cajots, mais en tout cas une partie de mes congés va servir. Oui, c'est symbolique aussi, c'est de se dire, Ouais, c'est symbolique. Au lieu de partir, de prendre ces jours-là pour soi, finalement, on en fait don à une autre cause, À une autre qui a cause, du sens. exactement. Alors, du coup, là, tu parles d'un point de vue collaborateur, où effectivement, c'est important de les rendre acteurs, des fois. Donc, on peut les rendre acteurs de cette façon-là. Ils peuvent eux-mêmes faire du bénévolat sur leur journée de congé. Tu as parlé un petit peu de mécénat de compétences. Et il y a aussi du détachement de salariés. Est-ce que du coup, tu peux donner un peu ces pistes-là dans l'optique du dirigeant d'entreprise qui nous écoute ou d'un collaborateur peut-être proche de la retraite qui se dira « Ah tiens, attends, là je vais écouter un peu plus attentivement ce que je pourrais faire ». Alors, il y a effectivement beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pas assez, mais un certain nombre d'entreprises qui mettent en place des journées de solidarité. Donc ça va être une journée ou 2 journées de bénévolat offerts aux salariés dans l'année. Et le salarié va pouvoir aller donner sur son temps de travail une journée à une association qu'il aura choisie. Ça, c'est le mécénat de compétences, mais je dirais... encore une fois, c'est déjà généreux, mais c'est la petite journée de solidarité. Et donc, nous, on a beaucoup de salariés qui font la collecte nationale des banques alimentaires dans le cadre de ces journées de solidarité, qui nous rejoignent et qui viennent dans les magasins collecter. Et ça, c'est quand ils veulent dans l'année? Alors, des jours précis? nous, en fait, les entreprises qui nous accompagnent aujourd'hui choisissent de mettre en place la journée de solidarité le week-end de la collecte des banques alimentaires ou d'un autre événement, d'une autre asso. Ensuite, il y a effectivement le mécénat de compétences. Donc là, le mécénat de compétences, c'est sur une mission, c'est sur, je sais pas, une équipe marketing, par exemple, ou de communication digitale d'une entreprise qui décide, dans le cadre d'un projet porté par l'entreprise et la politique RSE, de donner 1 journée, 2 journées, 3 journées de conseil à une asso. Et donc là, il détache du temps de cerveau pour aider une asso sur une problématique, une campagne digitale, ou comme c'est le cas pour nous, on en parlera peut-être sur notre campagne publicitaire. Donc ça, c'est du mécénat de compétences qui est inscrit et qui correspond à une mission plus construite. Et puis après, il y a le mécénat de compétences longue durée ou détachement de personnel. Là, c'est des salariés qui vont être complètement détachés de leur entreprise et qui vont venir pendant, alors c'est le cas aujourd'hui de ce qu'on appelle le temps partiel senior, pendant 18 mois, 2 ans, 3 ans, en fin de carrière, dans une association. On en a 12 actuellement, nous, à la fédération. Je crois que c'est 160 dans le réseau en 2023. Et ce sont des entreprises comme BNP Paribas, Orange ou d'autres qui détachent, qui envoient leurs salariés, qui restent salariés de leur entreprise de départ, mais qui sont envoyés à temps partiel ou 100% de leur temps pour rendre service à une association. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et c'est connu ou pas connu? Parce que moi, cette notion-là de détachement de salariés en fin de carrière, j'en avais jamais entendu parler. Alors, c'est très connu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans, une tribune dans laquelle, en tout cas, des entreprises du CAC 40 s'engageaient à développer le mécénat de compétences. Ça, sur les grandes boîtes. Voilà. Aujourd'hui, c'est assez bien intégré encore quand on travaille beaucoup avec les ressources humaines des grands groupes, pour que ça soit intégré et proposé aux salariés. Ce que moi, je constate, c'est qu'il y a... En fait, c'est plus les salariés qui sont en demande et qui parfois vont voir leur RH en disant dis donc, en fait, est-ce que tu connais le mécénat de compétences? Et je rejoindrais bien les banques alimentaires, parce que tu crois que c'est possible.
plus qu'une démarche Dans l'autre sens. dans l'autre sens, malheureusement. Et surtout, ce que je dois dire, c'est que c'est ouvert à toute taille d'entreprise. C'est-à-dire une PME aujourd'hui qui a un cadre qui a deux ans de la retraite ou à quelqu'un qui est au sein d'un atelier qui a 2 ans de la retraite et qui, en fait, se retrouve pas dans l'entreprise dans laquelle il est, a peut-être des difficultés aussi à se projeter dans cette future vie de retraité qui est quand même, voilà, pour beaucoup de personnes peut-être synonyme de liberté, mais aussi qui peut être faire un peu peur, hein, de plus travailler, et bien d'avoir la possibilité, même à leur échelle, même en étant une très petite entreprise ou une PME, de pouvoir détacher un salarié. Fiscalement, là aussi, il y a une aide de l'État. Et donc, Est-ce que c'est aussi intéressant pour des PME? ah oui, je veux dire, c'est intéressant, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui sera donné en réduction fiscale. Et puis, ce qui est génial, surtout, c'est que c'est gagnant-gagnant, parce que le salarié qui est détaché, il a choisi l'asso où il veut aller, et il donne de son temps avec beaucoup d'engagement. Et puis, souvent, ces salariés qu'on a eus avec nous pendant 2-3 ans restent comme bénévoles après. Donc, voilà, je trouve qu'on valorise à la fois cette fin de carrière qui parfois est douloureuse, et surtout on facilite cette transition à la retraite et au bénévolat, à l'engagement. C'est ça. Et proportionnellement, dans les bénévoles, la tranche d'âge est plutôt justement post-retraite. Ah clairement, hein, chez nous, 65% des bénévoles ont plus de 65 ans. Donc voilà. Oui, parce qu'il y a encore cette dynamique ce dynamisme, on va dire, cette capacité de faire intellectuellement, de passer du jour au lendemain à ne rien faire, on tourne en rond, hein, chez soi. Ou alors c'est la cause de divorce, parce que de dire mais non, il n'y a pas besoin de t'avoir si près tout le temps. Donc c'est l'occasion de s'investir aussi autrement. Donc c'est intéressant. Oui, et puis on a quand savoir. même, on acquiert des compétences toute sa carrière professionnelle, des expériences, des expertises, et je pense que ce qui fait aussi l'engagement, et d'ailleurs quand on pose la question à nos bénévoles, pourquoi vous venez, et d'ailleurs c'est la même réponse que pour les personnes qui viennent à l'aide alimentaire dans des assos, hein, c'est pour le lien social. Quand vous avez une vie professionnelle riche, quelle que soit la carrière qu'on ait faite et le niveau dans l'entreprise, retrouver des collègues tous les jours, il y a le café, voilà, il y a ces moments de convivialité qui, une fois qu'on est à la retraite, disparaissent. Alors on peut après faire plein d'autres choses, hein, mais nous, c'est vraiment un marqueur très fort quand on leur demande pourquoi ils s'engagent, c'est le lien social, et puis c'est la transmission. On n'est pas une asso comme les autres, hein, on gère des produits alimentaires, des produits sensibles, donc on a beaucoup de personnes qui viennent elles-mêmes du monde de l'agroalimentaire, qui ont été en directeur qualité, dans la logistique, et qui retrouvent finalement, ce que je pense est assez plaisant, des réflexes professionnels dans un cadre bénévolat. Et donc, voilà, ça marche bien. On a 7000 bénévoles. Le nombre de bénévoles, il augmente chaque année. On a cette chance-là. Mais on en a toujours besoin. On a, je crois, 1000 offres de bénévolat aujourd'hui qui sont ouvertes. Donc, voilà, s'il y a des gens qui veulent s'engager. Et c'est vrai aussi qu'il faut être clair. Comme on est une association ouverte du lundi au vendredi, on n'est pas ouvert le soir, on ne fait pas de distribution le week-end et pas de distribution directe. C'est vrai qu'on s'adresse aussi à des bénévoles qui ont du temps dans la journée. Voilà, contrairement à des associations qui vont faire qui vont faire de la distribution directe ou des actions de maraude, par exemple, qui là peuvent accueillir des gens qui sont plus jeunes ou des personnes qui travaillent et qui veulent donner de leur temps le soir. Voilà, donc nous, on est plutôt sur un profil de retraité. Tout le monde s'y retrouve après. Exactement. Tout le monde s'y retrouve et voilà, on a des bénévoles heureux parce que la durée moyenne d'engagement, c'est 10 ans. Donc, Ah oui. Je crois qu'ils sont assez contents d'être chez nous. Voilà. Ouais. Et oui, forcément. Donc là, on a vu un axe potentiellement que l'entreprise peut mettre en place dans une démarche RSE, de pouvoir apporter des pistes d'accompagnement de bénévolat auprès des collaborateurs. Mais ça n'a pas d'impact là sur
business model en tant que tel. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais du coup, j'aimerais bien qu'on y revienne. Tu as cité l'exemple de Nestlé, ou de pouvoir se dire comment je l'intègre finalement dans ma démarche produit, dans ma démarche prix, dans ma démarche de production de manière globale. Comment ça se passe si tu cites l'exemple de Nestlé ou d'autres, et potentiellement, est-ce que tout type ou toute taille d'entreprise peut y participer? Alors, la réponse est oui. Je pense que quel que soit son secteur d'activité, toutes les entreprises peuvent y participer. Alors, chez Nestlé, ils ont fait le choix, en travaillant avec nous, de donner une petite partie de leur production, de dédier une partie de la production de 3 produits, dans 3 usines, et une fois par trimestre, la matinée est consacrée. Donc les produits sont les mêmes que ceux que tu vas pouvoir acheter dans la grande distribution, en supermarché, de dédier cette partie de la production aux banques alimentaires. Et ça, c'est absolument génial. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ça engage tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient sur la chaîne de production, les cadres, les personnes qui travaillent au marketing ou à la vente. Chacun sait que le 23 du mois de janvier, toutes les boîtes Nesquik fabriquées ce matin-là, elles vont aller aux banques alimentaires. Et donc, c'est une action très concrète de l'entreprise au profit d'une action de solidarité. Ça, c'est la première chose. Et vous, après, vous les récupérez? Et nous, ou ils nous les livrent et on les redistribue. Le deuxième avantage, c'est que c'est des marques nationales très connues et qui, pour une personne qui est en situation de précarité aussi, est quand même synonyme de je suis une personne comme une autre. Je citais avec les chocolats ou les bonbons, mais c'est exactement la même chose. C'est de pouvoir se dire, mon enfant, il a sur la table du petit-déj les mêmes céréales que n'importe qui. Les autres copains dans la classe. Exactement, et c'est pas un packaging pour les pauvres. Voilà, c'est un produit marque nationale reconnue. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Et puis le troisième, c'est que je trouve que ça s'inscrit assez simplement dans la politique RSE d'une entreprise. Et en général, d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui de Nestlé. Ils ont une journée de solidarité où ils demandent à leurs salariés, en tout cas, ils favorisent le temps salarié pendant la collecte nationale. Ils donnent une partie de leur production. Et comme c'est intégré dès le départ, c'est pas coûteux. Et les produits sont pas vendus plus cher. Les céréales que tu vas aller acheter ou le petit déjeuner coûtent pas plus cher. Et c'est le cas pour les petites entreprises. Il y a une entreprise qui s'est montée il y a pas très longtemps qui s'appelle Ramdam Social, qui sont 2 jeunes entrepreneurs. Et eux, ils ont décidé que dès le départ, dans leur modèle économique, ils allaient intégrer la solidarité. Et donc, ils sont venus nous voir. Ils sont allés voir le SAMU Social et puis une 3e association. Et en disant, voilà, nous, on va fabriquer des produits de très grande qualité, des produits plaisir, donc des gâteaux et des produits d'apéro. On veut les fabriquer en France, donc s'associer avec des marques, des petites entreprises locales pour fabriquer ces cookies ou ces chips. Et on veut que surtout, il n'y ait pas de marge de notre part, il n'y ait pas de marge à la grande distribution et que le prix de vente pour le consommateur reste raisonnable et que 10% du montant du produit reviennent à des associations. Et ils se sont lancés cette année au mois de janvier, je crois, et ils sont déjà à l'équivalent de 50 000 repas collectés pour les banques alimentaires. Et donc nous, ça va être 125 grammes pour chaque produit Ramdam acheté, ça va être 125 grammes de fruits et légumes redistribués aux banques alimentaires. Et donc, on voit bien qu'on soit un grand groupe ou une petite entreprise, si c'est intégré... Tout le monde peut s'impliquer. Voilà, s'impliquer avec un impact qui est un impact... Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller acheter un paquet de chips ou un paquet de cookies, qui en plus sont super bons, sont fabriqués en France, sans que ça te coûte plus cher sur ton ticket de caisse, quand tu passes à la caisse, et en même temps, tu fais du bien. On n'est pas sur l'arrondi solidaire à la fin de la caisse en se disant on donne quelques centimes à la fin, mais c'est plutôt dans l'intégration d'un prix ou d'un prix plus juste. Exactement. Il y a cette notion de bénévolat. Non pas que de la part de j'ai le prix juste entre le consommateur et le producteur, comme on peut l'avoir ou comme je l'ai souvent abordé, pour faire en sorte que ça coïncide bien et que ce soit juste à ce niveau-là. Mais là, carrément, tu intègres aussi cette idée de don et de part de don vers une association. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'est aussi l'implication forte d'une entreprise et de se dire, voilà, nous, on a envie de soutenir
telle ou telle association. Il peut y en avoir 1, 2, 3, là, ce que tu citais. Donc, c'est plutôt génial comme idée. Elle est hyper simple. Et dans le marketing, ils le mettent en avant sur le packaging ou pas? Ah oui. D'ailleurs, leur packaging Au-delà des campagnes de pub, tu vois. Ah ouais. Non, le packaging, il est clair. Le nom, voilà, il s'appelle Ramdan Social. Tu vois très bien tout de suite que quand tu achètes ton paquet de cookies, il va aux banques alimentaires et sous quelle forme il est transformé. Et après, évidemment, voilà, comme c'est des jeunes entrepreneurs, ils ont plein d'idées marketing. Ils ont fait une super campagne avec Franprix, là, où ils ont collé des affiches en disant nous, on veut se faire un max de pognon. Enfin, voilà, ils ont détourné, en fait, leur projet d'entreprise d'une manière hyper intelligente. Et moi, je suis assez fascinée en fait de voir justement, souvent on décrit la jeunesse comme pas engagée, assez individualiste, etc. Ou très influençable. Et en fait, là, je me dis, c'est des jeunes très engagés et qui justement utilisent l'influence à bon escient. Exactement. Donc, on peut l'utiliser, cette influence-là, une super campagne. Sens. Et c'est voilà, je leur souhaite vraiment la plus belle des aventures d'entrepreneurs et puis plus de produits et de fruits et légumes pour les banques alimentaires. C'était un super exemple. Donc là, appel à toutes les entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire de pouvoir repenser au niveau du marketing, de l'offre, de réintégrer cette notion-là et de rechanger un peu le business model par rapport à ça. Au-delà des entreprises de l'agroalimentaire, est-ce que n'importe quelle autre entreprise peut aussi s'impliquer, s'investir? Tout à l'heure, tu as parlé du hors alimentaire avec l'hygiène. Mais est-ce que tu penses aussi à d'autres actions? Les autres actions, c'est vrai qu'une entreprise aujourd'hui qui change sa flotte de camions ou qui va changer, j'en sais rien, son mobilier de bureau, peut donner à une association. Et là aussi, ça peut faire l'objet... alors je parle beaucoup de fiscalité, mais parce qu'on est dans un pays très incitatif. Mais en tout cas, le nerf de la guerre des dirigeants et du DAF qui va passer derrière. Exactement. Qui se dit... mais du coup, ça va donner quoi? Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter parce qu'une association, en tout cas comme les banques alimentaires, nous, on a 500 camions, on sillonne les routes de France tous les jours. Donc, on a besoin de camions, on a besoin... dans la logistique, on a besoin d'un rack. Vous venez visiter une banque alimentaire, ça ressemble à un entrepôt logistique classique. Donc, il ne faut pas hésiter à les donner. Ça peut être du matériel de bureau. J'ai un épisode là-dessus sur l'aménagement de bureaux éco-responsable. Nous, on a en fait notre siège là à Montparnasse. Je vais dire 90% des bureaux sont des bureaux qu'on a récupérés dans une tour de la Défense qui fermait après le Covid. Donc, ça, c'est une manière de s'engager qu'il faut vraiment valoriser, favoriser et puis en parler. Oui, parce qu'on pense souvent à du don financier, mais il y a aussi du don matériel. Enfin, il y a du don temps-homme, du don matériel, du don financier. Ouais, et le don matériel, il est extrêmement important parce qu'on sait bien qu'il y a des amortissements. Quand on achète un transpalette dans une entreprise logistique, au bout de 5 ans, pour des questions d'amortissement et là aussi de finances, c'est bien de changer le matériel. Et une banque alimentaire, elle sera ravie de récupérer un transpalette qui a 5 ans et qui fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc et là, c'est pas une question de taille d'entreprise. Donc voilà, le don de matériel. Et puis, moi, je pense quand même que le mécénat de compétences, si un comité de direction ou j'en sais rien, un comité social d'entreprise aussi veut venir dans une banque alimentaire faire une réunion, donner un peu de son temps et de ses bras à une BA, j'en sais rien, pour faire le tri une journée, toucher du doigt en fait concrètement ce que l'on fait, on est très ouvert à ça. Et je pense qu'en fait ce qui finit toujours de convaincre un chef d'entreprise quand il vient visiter une banque alimentaire, c'est qu'on est une association extrêmement professionnelle. Et donc, voilà, on a cette chance de fonctionner avec des bénévoles, mais avec un process, avec une rigueur qui est tout à fait professionnelle. Et moi, je pense qu'il faut qu'on ouvre les vannes, en fait, entre le monde associatif et le monde économique. Parfois, on nous met dos à dos. On peut avoir aussi le monde associatif, avoir une petite méfiance vis-à-vis du monde économique. Et moi, je pense que justement, on doit
intégrer plus de salariés dans nos équipes. On doit intégrer plus d'entreprises dans nos équipes et inversement, les entreprises doivent intégrer un peu plus le monde associatif dans leur quotidien. Voilà, moi je refuse jamais d'aller à une pause déjeuner présenter aux équipes les banques alimentaires, par exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un grand cabinet qui vend des études à toute la grande distribution et à l'industrie. Et j'étais assez fascinée. À l'heure du déjeuner, je sais pas, il y avait peut-être 50 personnes. La moyenne d'âge était de 30 ans. Et voilà, ils avaient plutôt décidé de manger leur sandwich sur leur salade avec moi que d'aller le manger au restaurant au restaurant d'entreprise. Et après, il y a, on va dire 50% de ces personnes qui sont inscrites pour faire la collecte. Génial. Donc, voilà. C'est pour ça que j'avais envie aussi de te donner la parole pour donner des envies et inciter aussi certains à agir ou à faire appel à toi. Tiens, viens, Laurence. En fait, c'est simple. Je pense que il faut être simple. Il faut être simple, il faut être sincère. Tu le disais au départ. Moi, je trouve qu'on a de plus en plus d'entreprises quand même qui se mobilisent et qui, effectivement, peut-être parce que les banques alimentaires ont cette réputation de sérieux et de rigueur. C'est très important, je pense, quand tu es producteur agricole, par exemple, que tes produits, que tu as mis du temps à cultiver, quand tu vas les donner à une asso, que tu saches que cette asso, elle va en prendre soin. Et c'est la même chose pour un industriel qui là va vendre son image de marque. Et les banques alimentaires, on est garant de ça. Voilà, les produits que vous nous confiez, ils vont être traités correctement, ils vont être redistribués à des personnes qui en ont besoin. Et surtout, ils vont avoir une utilité sociale qui dépasse bien grandement, je pense, effectivement, une dimension financière ou un retour sur investissement. Parce que vos salariés vont être fiers de ce que vous faites. Parce que parfois aussi, parmi vos salariés, il y a des gens qui ont besoin, qui vont à l'aide alimentaire et vous ne le savez pas. Donc voilà, je pense que la philanthropie à l'américaine est bien plus simple pour ça. On se pose moins de questions. C'est vrai qu'en France, on est toujours... Voilà, on est assez manichéen, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a l'entreprise, il y a les assos. Voilà, moi je pense que la philanthropie, et qu'on peut être chacun philanthrope à notre mesure, doit s'intégrer dans le quotidien. Et voilà, et je suis pas une sainte, j'ai des défauts comme tout le monde, mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'avoir un métier aujourd'hui qui a du sens et qui en tout cas correspond à mes valeurs, mais que c'est pas difficile en fait. Voilà, rejoignez ce grand mouvement de la solidarité. Quel beau message. J'aurais encore une question sur, alors tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, comment est géré le marketing et la communication chez Banque Alimentaire? Comment ça se passe? Alors ça se passe comme beaucoup d'assos avec très peu de budget. Vous pouvez l'imaginer. On a la chance, depuis quasiment mon arrivée en 2009, d'être accompagné par Australygad, qui est une agence de publicité extrêmement connue, qui s'appelait Saatchi-Gad et qui maintenant a fusionné avec Australie, et qui nous accompagne en pro bono sur toute la communication médias. Donc c'est eux qui font toutes nos campagnes de pub, notamment nos campagnes de pub pour la collecte, qui nous accompagnent pour aller chercher des espaces gracieux, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter des pages de pub ou des espaces publicitaires à la télévision. Donc ils nous accompagnent vraiment sur toute la conception. Qui sont très, très réussis, ces campagnes de pub. Moi, je les adore. On ne fait pas des tonnes, on en récolte. Voilà, on vient de faire une campagne avec Electro-Dépôt qui est absolument géniale et qui est devenue virale avec... il fallait y penser. Et voilà, et c'est parce qu'on a la chance d'avoir une agence avec beaucoup de talent. Et j'en profite, si Gilles Masson m'écoute, voilà, il se reconnaîtra. Il sait, voilà, ça aussi c'est de la fidélité. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, et donc ils ont conçu une campagne où, dans un magasin d'électroménager, il y avait une affiche quand on ouvrait un frigo, parce que les gens venaient acheter des frigos, en disant c'est le seul endroit où un frigo devrait être vide. Ou pour certains c'est un bac à bière, d'autres un bac à légumes, et pour beaucoup c'est un bac vide. Voilà, donc ils trouvent toujours, en fait, ils nous connaissent bien, ils trouvent toujours la petite accroche
qui va aller, qui nous ressemble. Et ça, je pense que c'est très important et qui en même temps va aller toucher les gens au cœur. Donc ça, c'est pour la partie pub. Pour le reste, tout est fait en interne avec une directrice de la communication. On a une personne qui est en mécénat de compétences. Et puis une chargée de com interne. Donc voilà, c'est une équipe très réduite qui est aussi, je pense, bénéficie aujourd'hui justement de ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des banques alimentaires pendant le Covid. Et donc, c'est un cercle un peu vertueux. C'est-à-dire que plus tu vas avoir des gens qui parlent de l'aide alimentaire, plus on va parler des banques alimentaires, plus la communication va se faire de manière, je dirais, assez naturelle. Et puis il y a plein d'applis qui se sont mises, je pense à Too Good To Go, quand on est sur du plus proche, magasin, restaurant, boutique, boulangerie, tu vois, de la récupération. Il y a la sensibilité au gaspillage alimentaire. Exactement. Aujourd'hui, elle est, je pense qu'il y a la campagne de pub d'il y a quelques années sur les fruits et légumes moches, ça c'était génial aussi de se dire oui, en fait il a le même goût, même si ma carotte elle est déformée, oui, mais elle sort de la terre comme ça. Elle sera un peu plus compliquée à éplucher, mais elle aura le même goût. Exactement. Voilà. Ouais. Donc oui, donc voilà, pour revenir à la communication des banques alimentaires, c'est un tout petit budget, mais on a la chance d'avoir un partenaire très fidèle. Pro bono, donc ça complètement pro bono. Alors on paye les frais techniques, ouais. ce qui est normal. Notre dernière campagne, le film, c'est Thibaut de Montalembert qui nous avait offert sa voix pour faire la voix off du film. Donc le précédent c'était Marina Foïs. Voilà, donc on a toujours aussi soit des personnalités, soit des créatifs qui ont envie de s'engager à nos côtés. Alors, on n'a pas de parrain, on n'a pas de marraine. C'est un peu un choix. On me pose souvent la question de savoir, mais pourquoi vous n'avez pas votre Adriana Carambeu C'est ce que j'allais dire. Et en fait, on a fait le choix. On a vraiment un réseau de territoire. On a une banque alimentaire dans chaque département. Et on a fait le choix de se dire, il vaudrait mieux qu'on ait un parrain ou une marraine locale. Et pourquoi ? Parce qu'on a un ancrage local, on a un acteur de terrain. Et aujourd'hui, on a Tony Estanguet qui est le parrain de la Banque alimentaire de Bayonne. On a Mado la Niçoise qui est une humoriste qui est la marraine de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes. Voilà, et on doit avoir une 40aine ou 50aine de parrains aujourd'hui, locaux. Et la deuxième chose, parce que c'est très difficile de trouver un parrain qui fasse l'unanimité. La notoriété fait qu'aujourd'hui vous pouvez être très 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 connu et très très apprécié et que le lendemain vous soyez porté c'est la dure loi. Ouais. Donc voilà. Et puis moi je pense que la dernière chose aussi, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais on a inventé ce concept des gilets oranges qui en fait est je dirais, l'outil fédérateur de nos bénévoles, ces fameux gilets de sécurité, quoi. Tous nos bénévoles portent aujourd'hui, et qu'en soi, c'est un outil de communication, et quand on se reconnaît déjà nous, et ça devient un terme générique, en fait, quand on parle des gilets oranges, et les gilets oranges des banques alimentaires. Donc voilà, c'est une idée qui n'a rien coûté. Je l'ai eue en regardant une photo un jour de toutes les associations dans une manifestation. On rappelait à l'État et à nos politiques que l'aide alimentaire européenne était vraiment primordiale. Et je me suis dit, mais on nous voit très très bien avec ces petits gilets oranges. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi ça... creusons ce sillon. Et c'est devenu maintenant notre marque de fabrique. Donc voilà, il y a à la fois des gens dont c'est le métier, et puis après, parfois des idées comme ça qui deviennent... Souvent, il faut suivre ses intuitions aussi. Exactement. Maintenant, s'il y a dans les personnes qui t'écoutent, des annonceurs ou d'autres agences, notamment sur le digital, qui veulent nous aider, on les accueille avec grand plaisir. Le message est passé. Du coup, on laissera bien évidemment toutes tes coordonnées dans le résumé, dans le descriptif de l'épisode. Est-ce que tu aimerais aborder d'autres points avant qu'on passe à ma séquence classique de questions écoutez, je crois que j'ai tout dit. Après, encore une fois, n'hésitez pas. Invitez les banques alimentaires, allez les rencontrer sur le terrain. Et puis, ça, c'est un message fort aussi pour l'ancrage territorial. Quand on parle de la RSE, souvent un axe où on ne sait pas trop par où y aller. Sur ce côté
côté volet sociétal, ça peut être une bonne astuce. Pour une entreprise qui est basée dans le Maine-et-Loire, si elle est de la Banque alimentaire du Maine-et-Loire, elle va aider des personnes en situation de précarité dans le Maine-et-Loire. Voilà. Ouais, oui. Donc, Ce qui en semble fait, on logique, fait du circuit court, nous. Ouais. Mais ce qui est bien. Top. Alors, si on passe à ma séquence classique pour mes invités, mon podcast se nomme Marqueur, aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des entreprises. Parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Tu l'as utilisé tout à l'heure, cette notion de marqueur en lien social, qui est un marqueur fort, j'ai entendu ça. Je le retiens à chaque fois. Et en même temps, sur tes campagnes de pub qui vont chercher aussi les gens avec le cœur. Est-ce que ça t'inspire aussi d'autres choses, ce nom-là de marqueur ? Alors, un marqueur, je dirais, malheureusement, on dit souvent quand on fait une prise de sang qu'on regarde les marqueurs oui, c'est pas forcément des bons signes. Voilà, c'est pas forcément bon signe. Non, je pense que effectivement, c'est un des marqueurs, la solidarité dans la société dans laquelle on vit, l'engagement. Le fait de regarder l'autre, voilà, et je pense qu'une entreprise aujourd'hui qui n'a pas compris que d'engager ses salariés, d'engager son projet d'entreprise, mais de le faire avec sincérité, bien sûr, c'est une entreprise qui, à un moment donné, on le voit bien, le monde change, aura du mal à fidéliser les personnes qu'elle va recruter, aura peut-être même parfois du mal à vendre ses produits, parce que au-delà de la sincérité, on n'est pas dans le pays des bisounours. J'en ai bien conscience, mais si les choses sont pas faites avec sincérité, on est très vite démasqué. Et donc voilà, en dehors et je dirais au-delà du rapport RSE que doit faire une entreprise, j'ai en tête une petite entreprise qui aujourd'hui engage, je crois qu'ils sont 120 salariés, il y en a 90 qui font la collecte et ça fait plus de 10 ans. Voilà, sans faire de bruit. Et en discutant avec la responsable RSE, elle me disait que c'est même dans le cadre des entretiens de recrutement aujourd'hui, justement un marqueur fort de dire on est engagé aux côtés des banques alimentaires et si vous nous rejoignez, voilà ce qu'on fait de concret. Voilà. Ils font plein d'autres choses à côté pour d'autres assos. Mais moi, je suis hyper fière quand je me dis qu'aujourd'hui, dans une marque employeur, les banques alimentaires, ça rentre dedans. Voilà. Ah oui, mais c'est génial. Donc voilà, ce que ça m'inspire. C'est un des choix d'investissement fort ou de donner du sens aussi à un nouveau job. Exactement. C'est un collaborateur qui arrive dans une boîte, c'est souvent parce qu'il a l'image de l'entreprise, il y a des valeurs qu'il a envie de partager, une mission forte, un sens qu'il a envie de donner. Et ça, c'est chouette. Et ça, il faut l'entendre. Je pense que la génération qui arrive, là, elle a envie de ça. Voilà, et peut-être moins le prestige de l'entreprise que quelle est l'empreinte de l'entreprise. Et oui, on a toujours notre 2050 avec les 2 tonnes par an par Français qu'il faut atteindre. Donc le tout est de se dire comment on y va et comment l'entreprise s'engage aussi là-dedans. Est-ce que tu aurais un éco-geste que tu as envie de partager ou un éco-geste que font tes enfants ou que toi tu fais côté perso, côté pro? Alors moi, mes éco-gestes, c'est d'essayer de jeter le moins possible de ce qu'il y a dans mon frigo. Et alors, ça peut paraître très simple, mais c'est vrai que moi, je suis toujours effarée par le nombre de poubelles qu'on descend. D'ailleurs, personne ne se bat pour descendre la poubelle. Je pense que dans toutes les familles, c'est la même chose. Et donc, c'est vraiment d'accommoder les restes. Et c'est vrai que depuis que je suis aux banques alimentaires, je suis encore plus sensibilisée à ça. Et que j'ai éduqué, en tout cas, j'ai essayé de transmettre ça à mes enfants. De dire avec un petit reste de ci, un petit reste de ça, on refait le dîner de ce soir. Et puis un autre éco-geste, alors moi je le fais pas parce que je ne fume pas, mais je trouve qui est totalement aujourd'hui délaissé, c'est le fait de jeter ses mégots dans une poubelle. Et je me faisais la réflexion ce matin en me promenant, en allant faire une course, et sachant que j'allais devoir, du nombre de mégots qui sont jetés par terre. Et il y a une phrase, alors moi je suis charentaise d'origine, mais à La Rochelle, chaque fois que tu as une bouche d'égout, une ville que je connais bien et que j'aime beaucoup, voilà, et tu as marqué ici commence la mer. Et je me dis mais en fait on n'a pas trouvé de solution encore, on n'a pas encore sensibilisé assez les gens
pour que quand ils aient fini de fumer leur cigarette en bas de leur immeuble de bureau pendant leur pause clope, ou quand ils fument leur cigarette sur le chemin du métro, ou ils fument leur cigarette tout court, que ces mégots ne finissent pas par terre. En fait. Voilà. J'ai une image ultra moche qui vient, désolée. Mais ça serait un peu dans le même esprit que les chiens, avec les propriétaires Exactement. des chiens qui ramassent quand le chien se balade, qui ramassent les crottes. Eh bien, typiquement, c'est aussi une forme de déchet et on devrait avoir, pour les fumeurs, ils devraient avoir un petit sachet pour récupérer leur mégot ou aller jusqu'à la poubelle 500 mètres plus loin. Mais oui, quand on voit les effets dans les océans ou dans les rivières déjà avant d'arriver. Et puis la durée aussi effectivement de décomposition d'un mégot. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est en centaines d'années. Voilà. Donc, et je pense que parmi les personnes qui jettent leur mégot par terre, il y en a plein qui ont en même temps une conscience un peu écologique. Donc voilà, il faut juste l'appliquer jusqu'au bout. Donc l'éco-geste à favoriser, c'est jeter vos mégots dans les poubelles ou achetez-vous des petits cendriers portatifs et vous les jetez une fois que vous êtes arrivé chez vous. Voilà. Yes, je prends. Et puis, ma dernière question, quel serait l'invité que tu aimerais que je convie à un futur épisode de Marqueur ? Alors, j'en ai 2. Parce que c'est comme les coups de baguette magique, moi. Ouais. Alors, la première, c'est Laurence Lepetit, qui est directrice générale de France Générosité, qui est le principal syndicat qui regroupe toutes les associations qui font appel à la générosité du public et qui, tous les ans, France Générosité publie un baromètre de la générosité qui permet de quantifier, de qualifier la générosité des Français en monétaire. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très engagé aussi et qui a une vision, je trouve... déjà, ils ont des campagnes de pub qui sont... voilà, vos dons agissent, qui sont toujours chouettes. Et puis, qui a une bonne vision de ce qu'est la générosité en France. Et la deuxième, c'est Catherine Chapalin, qui est directrice de la RSE chez Nestlé, que je connais depuis très longtemps et qui vient du monde syndical, puisqu'elle était directrice générale avant d'une des principales associations des industriels français. Et là, qui a pris ce poste il y a 1 an et demi et qui est très, je veux dire, par fidélité aussi, parce que je trouve que mon parcours professionnel, il est aussi émaillé de très belles rencontres. Voilà, on s'était toujours dit qu'on arriverait à faire quelque chose ensemble, et je suis très heureuse aujourd'hui de ce partenariat avec cette entreprise et qu'elle a réussi à monter en un temps record. Donc voilà, et c'est quelqu'un de très sincère aussi qui voit bien comment le monde de l'entreprise peut changer le monde tout court en s'associant avec une association. Donc voilà, c'est mes 2 petits coups de cœur. Chouette, merci beaucoup. C'était génial, j'espère que vous avez apprécié, vous de l'autre côté de la ligne, l'ensemble de nos échanges, que ça vous a inspiré, que vous avez envie de vous investir davantage ou d'essaimer quelques petites graines et bons messages au sein de l'entreprise pour faire en sorte que tout le monde bouge dans le bon sens et agisse. Un grand merci Laurence. Merci Diane. À très vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!